Un homme disparaît pendant son service de nuit dans une gare française. 24 ans plus tard, des ouvriers font une découverte qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Un simple sifflet en argent révèle un secret si dangereux qu'il a coûté la vie à son propriétaire. Cette histoire va vous montrer comment un employé de chemin de fer ordinaire est devenu une menace pour une organisation criminelle internationale. Que s'est-il vraiment passé cette nuit de décembre 1971 à Reims? Et pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que la vérité éclate? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Reims, décembre 1971. Cette ville de Champagne-Ardenne, connue pour sa cathédrale gothique et ses maisons de champagne, abrite alors environ 150 000 habitants. Au cœur de la cité, la gare centrale constitue un point névralgique du réseau ferroviaire français. Construite dans les années 1920, elle dessert quotidiennement des milliers de voyageurs et supervise le passage de centaines de trains de marchandises. C'est dans cet environnement que Fernand Leclerc, 48 ans, exerce depuis 25 années la fonction de chef de gare. Un homme respecté par ses collègues, méticuleux dans son travail, qui connaît chaque recoin de cette infrastructure ferroviaire. Fernand incarne le parfait employé de la SNCF, ponctuel, consciencieux, dévoué à son poste. Sa femme Marie, 45 ans, travaille comme couturière dans un atelier du centre-ville. Ensemble, ils ont élevé 2 enfants. Claude, 22 ans, étudiant en droit à Paris, et Sylvie, 19 ans, qui vient de décrocher un emploi dans une banque locale. La famille Leclerc vit dans une maison modeste rue de Vesle, à 15 minutes à pied de la gare. Fernand Leclerc est un homme de routine. Chaque matin, il prend son café noir à 6 heures précises, lit le journal local, puis se rend au travail. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de calme, mais observateur, qui remarque le moindre détail inhabituel dans le fonctionnement de la gare. Cette attention particulière aux détails va peut-être expliquer ce qui lui est arrivé. En cette fin d'année 1971, la France vit une période de tension sociale. Les mouvements de contestation de mai 1968 ont laissé des traces profondes dans la société française. Parallèlement, l'Europe connaît une recrudescence d'activités terroristes, notamment avec les actions de la fraction armée rouge en Allemagne et les brigades rouges en Italie. Ces groupes révolutionnaires cherchent des moyens de se procurer des armes et des explosifs pour leurs opérations. Le réseau ferroviaire français, avec ses milliers de kilomètres de voies et ses connexions internationales, représente un atout stratégique pour quiconque souhaite transporter discrètement des marchandises sensibles. Les contrôles aux frontières sont moins stricts pour les trains de marchandises et la complexité du système ferroviaire offre de nombreuses possibilités de camouflage. Fernand Leclerc n'est pas un héros de roman, c'est un homme ordinaire avec ses habitudes et ses petites manies. Il collectionne les sifflets de trains anciens, une passion qu'il a développée au fil des années. Dans son bureau, il expose fièrement plusieurs dizaines de sifflets provenant de différentes époques et pays. Son préféré est un sifflet en argent massif, gravé à ses initiales, que Marie lui a offert pour leurs 20 ans de mariage. Physiquement, Fernand mesure 1,75 m, porte une moustache grisonnante et des lunettes à monture épaisse. Il a cette démarche caractéristique des hommes habitués à parcourir de longues distances, à pied, ferme et régulière. Sa voix porte bien, nécessaire pour se faire entendre dans l'environnement bruyant d'une gare. Ses collègues le respectent, non seulement pour sa compétence professionnelle, mais aussi pour son intégrité. Fernand n'a jamais fermé les yeux sur la moindre irrégularité. Il a déjà signalé plusieurs fois des anomalies dans les expéditions de marchandises, ce qui lui a valu quelques tensions avec certains employés moins scrupuleux. Jean-Baptiste Fontaine, 42 ans, travaille comme contrôleur sous les ordres de Fernand depuis 15 ans. Il témoignera plus tard, Fernand était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il arrivait toujours le premier et repartait le dernier, mais depuis quelques semaines, je l'avais trouvé préoccupé.
Il posait des questions sur certains trains de marchandises, vérifiait des documents qu'il n'avait pas l'habitude de consulter. Cette observation de Jean-Baptiste sera cruciale pour comprendre les événements qui vont suivre. Fernand Leclerc, dans les semaines précédant sa disparition, avait commencé à s'intéresser de près à certains convois de marchandises qui transitaient par Reims pendant la nuit. Début décembre 1971, Fernand modifie subtilement ses habitudes. Marie remarque qu'il reste plus tard au bureau, prétextant des rapports à terminer. Il commence à poser des questions inhabituelles à sa femme sur ses activités de la journée, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. Le 10 décembre, selon le témoignage de Jean-Baptiste, Fernand demande à consulter les registres de passage des trains de marchandises des 6 derniers mois. Il prétend faire un bilan annuel, mais Jean-Baptiste trouve cette démarche surprenante, car ce type de bilan n'est habituellement réalisé qu'en fin d'année fiscale. Le 15 décembre, Fernand prend une décision qui intrigue ses proches. Il décide de faire graver son sifflet en argent par un artisan local. Il explique à Marie qu'il veut y ajouter la date de leur mariage, mais celle-ci trouve étrange cette soudaine sentimentalité. Marie se souviendra plus tard. Fernand n'était pas du genre à ce type de geste romantique. Quand je lui ai demandé pourquoi maintenant, il m'a répondu qu'il voulait que ce sifflet reste dans la famille, qu'il deviendrait peut-être important un jour. J'ai trouvé sa réponse bizarre. Le 18 décembre, 3 jours avant sa disparition, Fernand a une conversation téléphonique inhabituelle à son domicile. Marie entend des bribes de conversation où il mentionne des wagons spéciaux et répète plusieurs fois « ce n'est pas normal ». Quand elle lui demande de quoi il s'agit, Fernand élude la question en disant qu'il y a des irrégularités administratives à résoudre. Cette même soirée, Fernand sort exceptionnellement après le dîner, prétextant une course urgente. Il revient 1 heure plus tard, visiblement tendu. Marie le trouve dans son bureau en train d'écrire dans un petit carnet qu'elle ne lui connaissait pas. Le 20 décembre, la veille de sa disparition, Fernand accomplit un geste qui prendra tout son sens des années plus tard. Il cache soigneusement son sifflet en argent dans une anfractuosité du mur de son bureau, derrière une plaque métallique de ventilation. Il le fait discrètement, pendant que Jean-Baptiste est parti déjeuner. Le 21 décembre 1971, Reims connaît une violente tempête de neige. Les flocons commencent à tomber vers 17 heures, et vers 20 heures, une véritable tourmente s'abat sur la région. La température chute à -8 degrés, et le vent souffle à plus de 60 km par heure. Fernand Leclerc prend son service de nuit, comme d'habitude, à 22 heures. En cette période de fête, la circulation ferroviaire est moins dense, mais plusieurs trains de marchandises sont programmés pour transiter par Reims entre minuit et 6 heures du matin. Ces convois profitent souvent de la nuit pour éviter les embouteillages du trafic voyageur. À 22h15, Fernand effectue sa première ronde de contrôle. Il vérifie les aiguillages, les signaux et prend connaissance des trains attendus. Jean-Baptiste, qui termine son service, le trouve particulièrement attentif au planning des marchandises. Cette nuit-là, Fernand m'a demandé de rester un peu plus tard que d'habitude, témoignera Jean-Baptiste. Il m'a dit qu'il voulait vérifier personnellement l'arrivée du train de marchandises de minuit 30. J'ai trouvé cela étrange parce que d'habitude, il faisait confiance à l'équipe de nuit pour ce genre de contrôle. À 23 heures, Fernand appelle sa femme pour lui dire que tout va bien et qu'il rentrera probablement un peu plus tard à cause de la tempête. C'est le dernier contact qu'il aura avec sa famille. Vers minuit, le train de marchandises numéro 4751, en provenance de Strasbourg, arrive en gare de Reims. Il s'agit d'un convoi de 23 wagons, officiellement chargés de matériel industriel à destination de Calais. Fernand sort dans la tempête pour superviser personnellement les manœuvres. Marcel Durand, l'aiguilleur de nuit, témoignera plus tard. J'ai vu Fernand s'approcher du train avec sa lanterne. Il avait l'air de vérifier quelque chose sur certains wagons. Il faisait un temps épouvantable. La visibilité était presque nulle. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Entre minuit 30 et 1 heure du matin, plusieurs témoins aperçoivent Fernand près des voies.
Il semble examiner attentivement les wagons, s'arrêtant longuement devant 3 d'entre eux. Malgré la tempête, il prend des notes dans son carnet. À 1h15, le train 4751 repart vers Calais. Fernand devrait normalement regagner son bureau pour enregistrer le passage du convoi. Il ne le fait pas. À 2h du matin, Marcel Durand commence à s'inquiéter. Il ne voit plus Fernand, et celui-ci ne répond pas quand il l'appelle par radio. Marcel décide d'aller vérifier au bureau. Il trouve la pièce vide, la radio allumée, mais aucune trace de Fernand. Une recherche immédiate est organisée malgré la tempête. À 3h du matin, les employés de la gare découvrent le képi de Fernand près de la voie 3, à environ 100 mètres de la gare. Le couvre-chef est couvert de neige, mais ne présente aucun signe de violence. Marcel Durand prend immédiatement contact avec le commissariat de Reims. Malgré l'heure tardive et les conditions météorologiques, l'inspecteur Henri Vaillant se rend sur les lieux avec 2 agents. La tempête complique considérablement les recherches. Quand nous sommes arrivés, la visibilité était presque nulle, se souviendra l'inspecteur Vaillant. La neige continuait de tomber, effaçant rapidement toute trace potentielle. Nous avons organisé une battue avec les employés de la gare, mais les conditions étaient épouvantables. Les recherches se concentrent d'abord sur les voies ferrées. L'hypothèse privilégiée est celle d'un accident. Fernand aurait pu glisser sur les rails verglacés et être percuté par un train. Cependant, aucun conducteur n'a signalé d'impact et aucune trace de sang n'est découverte sur les locomotives ou les wagons. À 6h du matin, Marie Leclerc est informée de la disparition de son mari. Elle se rend immédiatement à la gare, accompagnée de son fils Claude, qui est rentré de Paris pour les vacances de Noël. Marie est dévastée, mais trouve étrange que Fernand ait pu avoir un accident. Il connaissait cette gare par cœur. Même dans l'obscurité, il savait où il allait. Les recherches se poursuivent toute la journée du 22 décembre. Des plongeurs fouillent les bassins de rétention d'eau près de la gare. Les équipes cynophiles explorent les environs, mais aucune trace de Fernand n'est découverte. La tempête s'est calmée, mais la couche de neige de plus de 30 cm complique les investigations. L'inspecteur Vaillant interroge tous les employés présents cette nuit-là. Leurs témoignages convergent. Fernand était particulièrement attentif au train de marchandises de minuit 30. Il avait l'air préoccupé depuis plusieurs jours et il avait modifié certaines de ses habitudes récemment. Jean-Baptiste Fontaine révèle un détail important. Fernand m'avait demandé de lui photocopier discrètement les manifestes de chargement de certains trains de marchandises. Il s'intéressait particulièrement aux convois en provenance de l'Est et à destination des ports du Nord. J'ai trouvé cela curieux, mais Fernand était mon chef, alors j'ai obéi. L'enquête officielle commence le 23 décembre 1971, sous la direction de l'inspecteur Henri Vaillant. Homme expérimenté de 52 ans, Vaillant a déjà traité plusieurs affaires de disparition, mais celle-ci présente des aspects particuliers qui l'intriguent. La première phase de l'enquête se concentre sur l'hypothèse de l'accident. Les experts examinent minutieusement tous les trains qui ont circulé dans la nuit du 21 au 22 décembre. Ils ne trouvent aucune trace de collision sur les locomotives ou les wagons. Les mécaniciens et les conducteurs sont interrogés. Aucun n'a ressenti d'impact ni observé quoi que ce soit d'anormal. L'hypothèse du suicide est également explorée. Vaillant interroge longuement Marie Leclerc et ses enfants. Tous décrivent un homme qui, certes, semblait préoccupé récemment, mais qui n'avait jamais manifesté de tendance dépressive. Ses collègues confirment cette impression. Fernand était un homme équilibré, fier de son travail, qui n'avait aucune raison apparente de mettre fin à ses jours. La troisième piste, celle de la fugue volontaire, est rapidement écartée. Fernand n'a emporté aucun effet personnel, il n'a pas retiré d'argent de son compte bancaire, et rien dans son comportement ne suggérait une volonté de disparaître. De plus, ses relations familiales étaient harmonieuses. L'inspecteur Vaillant s'intéresse alors aux activités professionnelles récentes de Fernand. Il découvre que le chef de gare avait effectivement consulté de nombreux documents relatifs aux trains de marchandises, ce qui était inhabituel pour ses fonctions habituelles. Fernand Leclerc était devenu curieux des manifestes de chargement. Note Vaillant dans son rapport.
Il avait commencé à vérifier personnellement certains convois, alors qu'il déléguait habituellement cette tâche à ses subordonnés. Cette modification de comportement mérite d'être approfondie. L'enquête révèle que Fernand s'intéressait particulièrement aux trains en provenance de Strasbourg et de Metz, à destination de Calais et de Dunkerque. Ces convois transportaient officiellement du matériel industriel, mais Fernand semblait avoir des doutes sur la nature exacte de leur chargement. Le 28 décembre, Vaillant fait une découverte troublante dans le bureau de Fernand. Caché dans un tiroir, il trouve un petit carnet contenant des notes manuscrites. Ces notes, rédigées dans l'écriture serrée de Fernand, mentionnent des numéros de wagons, des dates de passage et des remarques cryptiques comme poids anormal wagon 15 ou bâche neuve sur matériel ancien. Le carnet de Fernand contient une dizaine de pages de notes, prises entre le 1er et le 20 décembre 1971. Ces annotations, décryptées par l'inspecteur Vaillant, révèlent que le chef de gare avait identifié des anomalies dans plusieurs convois de marchandises. Train 41651 du 5 décembre. Wagon 12, beaucoup plus lourd que déclaré. Bâche neuve sur matériel, soi-disant usagé. Pourquoi tant de précautions pour du matériel industriel standard? Train 3862 du 12 décembre. Escorte inhabituelle. 2 hommes en civil surveillant le chargement. Ils ne parlent pas français entre eux. Langue allemande? Train 41651 du 18 décembre. Même wagon suspect. Toujours destination Calais. Vérifier connexion maritime. La dernière note, datée du 20 décembre, est particulièrement intrigante. Et identifier le schéma. Tous les 15 jours, même parcours, même wagon. Matériel trop lourd pour être de l'équipement industriel classique. Vais vérifier cette nuit. Si mes soupçons sont confirmés, devrais alerter les autorités. L'inspecteur Vaillant comprend que Fernand avait découvert quelque chose d'important. Il décide d'enquêter sur ces trains de marchandises suspects. Ces recherches révèlent que les convois mentionnés dans le carnet sont effectivement réguliers, toujours avec les mêmes wagons, toujours la même destination. Le 3 janvier 1972, Vaillant se rend au port de Calais pour enquêter sur la destination finale de ces marchandises. Il découvre que les wagons en question sont systématiquement déchargés dans un entrepôt privé appartenant à une société d'import-export, la Société commerciale européenne. Cette entreprise, dirigée par un certain Klaus Weber, un ressortissant allemand, importe officiellement du matériel industriel depuis l'Allemagne et l'Autriche. Cependant, les employés du port trouvent étrange que ce matériel soit toujours déchargé de nuit, avec un personnel réduit et des mesures de sécurité exceptionnelles. Vaillant tente d'interroger Klaus Weber, mais celui-ci a quitté la France le 23 décembre, soit 2 jours après la disparition de Fernand. Officiellement, il est parti pour un voyage d'affaires prolongé en Allemagne. Son adjoint, Pierre Calment, explique que l'entreprise traverse une période difficile et que plusieurs contrats ont été annulés. L'enquête de Vaillant se heurte rapidement à des obstacles administratifs. Quand il demande l'autorisation de fouiller les entrepôts de la Société commerciale européenne, on lui répond que l'entreprise bénéficie d'un statut particulier lié à des contrats gouvernementaux. Le 15 janvier 1972, Vaillant reçoit un appel du commissaire divisionnaire de Reims, André Delorme. Ce dernier lui explique que l'affaire Leclerc doit être traitée avec la plus grande discrétion, car elle pourrait toucher à des questions de sécurité nationale. J'ai compris que mon enquête dérangeait, témoignera plus tard Vaillant. On m'a fait comprendre que je devais me concentrer sur les hypothèses classiques, accident, suicide, fugue. Les pistes liées au train de marchandises ne devaient pas être approfondies. Malgré ces pressions, Vaillant poursuit discrètement ses investigations. Il découvre que la Société commerciale européenne entretient des relations avec plusieurs entreprises européennes aux activités nébuleuses. Certaines de ces sociétés ont été soupçonnées de fournir du matériel à des groupes révolutionnaires européens. Le 20 janvier, Vaillant fait une découverte cruciale. En épluchant les archives douanières, il trouve des incohérences dans les déclarations de la Société commerciale européenne. Les poids déclarés pour certains chargements ne correspondent pas aux poids réels mesurés en gare de Reims.
Les wagons étaient systématiquement plus lourds que déclarés, note Vaillant. Pour du matériel industriel classique, cette différence était inexplicable. Fernand Leclerc avait raison d'être suspicieux. Mais le 25 janvier, Vaillant est brutalement dessaisi de l'affaire. Le commissaire Delorme lui annonce que l'enquête est transférée aux services spéciaux. Officiellement, il n'y a plus d'affaire Leclerc. La disparition est classée comme accident probable et le dossier est clos. Pour Marie Leclerc et ses enfants, cette clôture administrative ne résout rien. Ils refusent d'accepter l'hypothèse de l'accident et commencent leur propre enquête. Claude, qui étudie le droit, aide sa mère à naviguer dans les méandres administratifs. En février 1972, Claude découvre que son père avait constitué un petit dossier personnel sur les trains de marchandises suspects. Ce dossier, caché dans leur domicile, contient des photocopies de manifestes de chargement et des notes sur les horaires de passage. Mon père était méticuleux, explique Claude. Il avait remarqué que certains wagons passaient par Reims avec une régularité suspecte, toujours les mêmes, toujours avec les mêmes destinations. Il avait commencé à documenter ces passages. Marie décide de contacter directement les autorités ferroviaires. Elle rencontre le directeur régional de la SNCF qui lui confirme que Fernand était un employé exemplaire, mais refuse de discuter des circonstances de sa disparition. La famille engage un avocat, maître Bernard Roussel, pour tenter de rouvrir l'enquête. Mais tous leurs efforts se heurtent au mur du silence administratif. Les autorités maintiennent la version officielle. Fernand Leclerc a disparu dans des circonstances accidentelles lors d'une tempête de neige. En mars 1972, Marie reçoit une visite inattendue. Un homme se présentant comme un ami de Fernand vient la voir à son domicile. Il ne donne pas son nom, mais connaît des détails précis sur les habitudes de son mari. Cet homme m'a dit que Fernand avait découvert quelque chose d'important, se souviendra Marie. Il m'a conseillé d'arrêter mes recherches pour ma propre sécurité et celle de mes enfants. Il m'a dit que Fernand avait été trop curieux et que cela lui avait coûté la vie. Cette visite terrifie Marie, mais la conforte dans l'idée que son mari n'a pas été victime d'un accident. Elle comprend qu'il a été éliminé parce qu'il avait découvert quelque chose de compromettant. Les années passent et l'affaire Leclerc tombe dans l'oubli. Marie ne se remarie jamais, conservant l'espoir que son mari pourrait un jour revenir. Elle maintient sa maison exactement comme Fernand l'avait laissée, gardant même ses affaires personnelles. Claude termine ses études de droit et devient avocat. Il se spécialise dans les affaires de disparition et n'abandonne jamais l'espoir de découvrir la vérité sur le sort de son père. Sylvie, sa sœur, épouse un enseignant et s'installe à Paris, mais revient régulièrement à Reims pour soutenir sa mère. En 1980, soit 9 ans après la disparition, Marie fait une démarche symbolique importante. Elle demande officiellement que Fernand soit déclaré mort pour que la famille puisse faire son deuil. Cependant, elle refuse d'organiser des obsèques maintenant qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé à son corps. La gare de Reims continue de fonctionner normalement. Les anciens collègues de Fernand prennent progressivement leur retraite et la nouvelle génération d'employés ignore tout de cette histoire. Seul Jean-Baptiste Fontaine, devenu chef de gare à son tour, se souvient encore de son ancien supérieur. « Fernand me manquait », confiera Jean-Baptiste des années plus tard. C'était un homme intègre qui faisait correctement son travail. Sa disparition a créé un vide que personne n'a jamais vraiment comblé. En 1985, l'inspecteur Henri Vaillant prend sa retraite. Avant de quitter la police, il remet discrètement à Claude Leclerc une copie du carnet de notes de son père. « J'ai gardé cela pendant toutes ces années », lui dit-il. « Un jour, peut-être, la vérité éclatera. » Au début des années 1990, le contexte politique européen change radicalement. La chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique entraînent la révélation de nombreux secrets d'État. Des archives s'ouvrent, des témoins parlent, et certaines affaires classées ressurgissent. En 1992, un ancien agent des services secrets allemands, Klaus Brenner, publie ses mémoires. Dans ce livre, il révèle l'existence d'un réseau de trafic d'armes qui utilisait le système ferroviaire français dans les années 1970.
Ce réseau approvisionnait divers groupes terroristes européens. Claude Leclerc, qui surveille attentivement toutes les publications liées au terrorisme européen, découvre ce livre. Il y trouve des détails troublants qui correspondent aux notes de son père. Les mêmes parcours, les mêmes dates, les mêmes méthodes de camouflage. Brenner explique que le réseau utilisait des wagons de marchandises apparemment banals pour transporter des armes et des explosifs. Les cargaisons étaient dissimulées dans de faux compartiments et les manifestes de chargement étaient falsifiés pour éviter les contrôles douaniers. Le réseau avait identifié plusieurs employés de chemin de fer qui posaient trop de questions, écrit Brenner. Certains d'entre eux ont été neutralisés pour préserver la sécurité de l'opération. Claude comprend immédiatement que son père fait partie de ces employés neutralisés. Il décide de reprendre l'enquête avec ces nouveaux éléments. En 1993, Claude Leclerc prend contact avec Klaus Brenner. L'ancien agent accepte de le rencontrer à Berlin. Lors de cet entretien, Brenner confirme que le réseau était actif en France entre 1970 et 1975, utilisant principalement l'axe Strasbourg-Calais. Nous avions repéré un employé de la gare de Reims qui devenait gênant, avoue Brenner. Il avait commencé à poser des questions sur certains convois, à vérifier des documents qu'il n'était pas censé consulter. L'ordre est venu de régler le problème. Brenner refuse de donner des détails sur les méthodes utilisées, mais il confirme que Fernand Leclerc a été éliminé dans la nuit du 21 au 22 décembre 1971. C'était un homme courageux, ajoute-t-il. Il avait compris ce qui se passait et voulait alerter les autorités. Nous ne pouvions pas le laisser faire. Fort de ces révélations, Claude demande la réouverture de l'enquête. Mais les autorités françaises se montrent réticentes. L'affaire remonte à plus de 20 ans, les preuves ont disparu et beaucoup de témoins sont morts. En 1994, Claude publie un livre intitulé « Mon père, le chef de gare qui en savait trop ». Cet ouvrage, bien documenté, révèle pour la première fois les circonstances réelles de la disparition de Fernand Leclerc. Le livre connaît un certain succès et relance l'intérêt médiatique pour cette affaire. En mars 1995, la gare de Reims fait l'objet d'importants travaux de rénovation. L'objectif est de moderniser l'infrastructure pour l'adapter aux nouveaux trains à grande vitesse. Ces travaux impliquent la démolition partielle de certains bâtiments anciens. L'entreprise chargée des travaux, dirigée par l'architecte Michel Legrand, décide de préserver le bureau historique du chef de gare, mais de le rénover entièrement. Les ouvriers commencent par démonter les anciens équipements et les installations électriques vétustes. Le 15 mars 1995, l'ouvrier électricien Paul Mercier travaille sur le système de ventilation du bureau. Il doit retirer une ancienne grille métallique fixée au mur depuis des décennies. Quand il desserre les vis rouillées, la plaque se détache, révélant une cavité dans le mur. « J'ai d'abord pensé que c'était juste un espace technique », témoignera Paul Mercier. Mais quand j'ai éclairé avec ma lampe torche, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Un objet brillant, comme du métal poli. Paul extrait délicatement l'objet. C'est un sifflet en argent massif, magnifiquement ouvragé, avec des gravures complexes. Sur le côté, il peut lire clairement « FL ». 20 ans, 1966. Le sifflet est en parfait état, protégé de l'humidité par sa position dans le mur. Michel Legrand, appelé sur place, comprend immédiatement l'importance de cette découverte. Il connaît l'histoire de Fernand Leclerc grâce au livre de Claude, publié l'année précédente. Il contacte immédiatement la police de Reims. Le commissaire André Delorme, maintenant âgé de 68 ans et proche de la retraite, se rend personnellement sur les lieux. Il reconnaît le sifflet d'après les descriptions données par Marie Leclerc 24 ans plus tôt. Mais cette découverte soulève une question cruciale. Pourquoi Fernand aurait-il caché son sifflet préféré dans le mur de son bureau? Le sifflet est immédiatement envoyé au laboratoire de police scientifique de Paris pour analyse. Les experts découvrent rapidement que l'objet a été modifié après sa fabrication originale. Une minuscule cavité a été creusée dans l'épaisseur du métal, si petite qu'elle est invisible à l'œil nu. Le technicien spécialisé, François Dubois, utilise un microscope électronique pour explorer cette cavité.
Il y découvre un microfilm roulé de la taille d'une tête d'épingle. Ce film, développé avec les techniques de l'époque, révèle une série de photographies microscopiques. Les images montrent des documents, manifestes de chargement, lettres commerciales, plans techniques. Mais surtout, elles révèlent une correspondance secrète entre Klaus Weber, le directeur de la Société commerciale européenne, et plusieurs contacts européens. Une lettre datée du 18 décembre 1971, soit 3 jours avant la disparition de Fernand, est particulièrement révélatrice. Cher Otto, l'employé de Reims devient problématique. Il a photographié plusieurs de nos manifestes et pose trop de questions. Heinrich pense qu'il faut agir rapidement avant qu'il ne contacte les autorités françaises. Le prochain convoi aura lieu le 21 décembre. C'est l'occasion idéale pour résoudre définitivement ce problème. KW. Une autre lettre datée du 20 décembre confirme les soupçons. Heinrich arrivera par le train de 23h30. Il s'occupera personnellement de l'employé indiscret. L'opération doit paraître accidentelle. La tempête prévue nous facilitera les choses. Après cela, nous pourrons reprendre nos expéditions en toute sécurité. KW. Le commissaire Delorme comprend que Fernand Leclerc avait non seulement découvert le trafic d'armes, mais qu'il avait aussi intercepté la correspondance, révélant le plan pour l'éliminer. Sachant sa vie en danger, il avait photographié toutes les preuves et les avait cachées dans son sifflet. L'analyse des autres documents photographiés par Fernand révèle l'ampleur du réseau de trafic d'armes. Les convois transportaient principalement des armes automatiques, des explosifs et du matériel de communication militaire, dissimulés dans de faux compartiments aménagés dans les wagons. Le réseau approvisionnait plusieurs groupes terroristes européens, la fraction armée rouge en Allemagne, les brigades rouges en Italie et l'IRA provisoire en Irlande du Nord. Les armes provenaient principalement de stocks militaires de l'ancien bloc de l'Est, revendus illégalement par des intermédiaires corrompus. Le parcours Strasbourg-Calais était stratégique, car il permettait d'éviter les contrôles frontaliers les plus stricts. Les wagons étaient rechargés à Reims, où des complicités locales facilitaient les opérations. Fernand Leclerc avait remarqué ces anomalies grâce à sa connaissance parfaite des procédures ferroviaires. Les photographies révèlent aussi l'identité de plusieurs complices. Outre Klaus Weber, le réseau comptait sur Heinrich Müller, un ancien officier de la Stasi reconverti dans le trafic d'armes, et sur Pierre Calment, l'adjoint de Weber, qui était en réalité un coordinateur français du réseau. L'expert en criminalistique note « Fernand Leclerc avait constitué un dossier d'accusation complet ». Si ces preuves avaient été transmises aux autorités en 1971, tout le réseau aurait été démantelé. Grâce aux nouveaux éléments, les enquêteurs peuvent reconstituer précisément les événements du 21 décembre 1971. Fernand Leclerc, sachant qu'il était menacé, avait préparé sa défense en photographiant toutes les preuves du trafic. Le soir du 21 décembre, Heinrich Müller arrive effectivement par le train de 23h30 de Strasbourg. Il se présente comme un contrôleur supplémentaire envoyé pour superviser les opérations nocturnes à cause de la tempête. Cette couverture lui permet d'accéder librement à la gare. Vers 1h du matin, Müller se rend au bureau de Fernand sous prétexte de coordonner les mouvements de train. Fernand, méfiant, a déjà caché son sifflet contenant les preuves. La confrontation entre les deux hommes a lieu dans le bureau. Selon la reconstitution, Müller tente d'abord de corrompre Fernand, lui proposant une importante somme d'argent pour qu'il ferme les yeux sur les activités du réseau. Fernand refuse catégoriquement et menace d'alerter immédiatement la police. Müller passe alors à la menace physique. Il sort une arme et exige que Fernand lui remette toutes les preuves qu'il a pu rassembler. Fernand, comprenant qu'il va mourir, refuse de révéler la cachette du sifflet. La lutte entre les deux hommes se déroule dans le bureau. Fernand tente de s'échapper pour donner l'alerte, mais Müller le rattrape près des voies. Le meurtre a lieu vers 1h45 du matin, profitant de la tempête qui masque les bruits et réduit la visibilité. Heinrich Müller, professionnel aguerri, a préparé minutieusement l'élimination de Fernand. Il utilise une méthode qui ne laisse pas de traces balistiques.
l'injection d'une substance paralysante qui provoque un arrêt cardiaque rapide. Après la mort de Fernand, Müller organise la mise en scène. Il place le corps sur les voies ferrées pour faire croire à un accident, puis disperse quelques effets personnels de la victime, notamment le képi retrouvé le lendemain. Cependant, Müller ne peut pas faire passer un train sur le corps car cela révélerait que la mort a eu lieu avant l'impact. Il décide donc de faire disparaître totalement le cadavre. Aidé par Pierre Calment, qui arrive vers 3 heures du matin, il charge le corps dans un wagon du train de marchandises 4751. Le corps de Fernand Leclerc quitte ainsi la gare de Reims dans le même train qu'il surveillait, dissimulé parmi les cargaisons illégales. Une fois arrivé à Calais, le cadavre est incinéré dans les installations de la Société commerciale européenne. Puis, les cendres sont dispersées en mer du Nord. Cette méthode explique pourquoi aucune trace du corps n'a jamais été retrouvée malgré les recherches intensives. Fernand Leclerc a littéralement été fait disparaître, ne laissant que son képi comme unique indice de son sort. Müller repart par le train de 6 heures du matin, officiellement pour terminer sa mission de contrôle. Il ne reviendra jamais en France. Les autorités ferroviaires, complices involontaires, valident son rapport indiquant que tout s'est déroulé normalement pendant la nuit. La révélation du contenu du sifflet provoque un séisme dans les milieux judiciaires et politiques français. Pour la première fois, des preuves matérielles confirment l'existence du réseau de trafic d'armes et l'assassinat de Fernand Leclerc. Claude Leclerc, maintenant âgé de 46 ans, voit enfin la vérité éclater au grand jour. « Mon père était un héros », déclare-t-il aux journalistes. « Il a donné sa vie pour empêcher des terroristes d'être armés. Il mérite qu'on se souvienne de lui. » Marie Leclerc, âgée de 69 ans, vit cette révélation comme une libération après 24 années d'incertitude. « Je savais que Fernand n'avait pas eu d'accident, » confie-t-elle. « Il était trop prudent, trop expérimenté. Maintenant, je peux enfin faire mon deuil. » Le commissaire Delorme, profondément marqué par cette affaire, reconnaît les erreurs de l'enquête initiale. « Nous avons subi des pressions pour classer rapidement cette disparition. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir insisté pour approfondir les investigations. » L'affaire Leclerc devient un symbole de l'héroïsme civil face au terrorisme. Fernand Leclerc rejoint la liste des victimes civiles du terrorisme européen des années 1970, reconnu pour son courage et son intégrité. Suite à la découverte du sifflet, une nouvelle enquête judiciaire est ouverte sous la direction du juge d'instruction Philippe Martineau. Cette enquête bénéficie de la coopération internationale et de l'ouverture de certaines archives secrètes. Heinrich Müller est identifié et localisé en Allemagne, où il vit sous une fausse identité depuis 1975. Âgé de 72 ans, il est arrêté en juin 1995 et extradé vers la France pour être jugé pour l'assassinat de Fernand Leclerc. Klaus Weber, le dirigeant de la Société commerciale européenne, est retrouvé mort dans son domicile de Munich en 1987. Selon les autorités allemandes, il s'agit d'un suicide, mais les enquêteurs français soupçonnent qu'il a été éliminé par d'anciens complices pour l'empêcher de témoigner. Pierre Calment, l'adjoint français de Weber, est arrêté à Marseille, où il dirigeait une entreprise de transport maritime. Confronté aux preuves photographiques trouvées dans le sifflet, il avoue sa participation au réseau de trafic d'armes et confirme les circonstances du meurtre de Fernand Leclerc. Le procès a lieu en 1996 devant la cour d'assises de Paris. Heinrich Müller est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tandis que Pierre Calment écope de 20 ans de prison pour complicité de meurtre et participation à une association de malfaiteurs. En 1997, Fernand Leclerc reçoit à titre posthume la médaille de la Résistance et de la déportation, remise par le ministre de l'Intérieur. Cette distinction honore sa bravoure face à une organisation criminelle internationale. La SNCF inaugure une plaque commémorative dans la gare de Reims, rendant hommage à Fernand Leclerc, chef de gare, mort pour avoir défendu la légalité et la paix. Cette plaque est installée près de l'emplacement de son ancien bureau. Une rue de Reims est rebaptisée rue Fernand Leclerc,
en 1988. Marie Leclerc, accompagnée de ses enfants et petits-enfants, inaugure cette voie qui perpétue la mémoire de son mari. Le sifflet en argent, devenu pièce à conviction historique, est exposé au musée de la Résistance de Paris. Il symbolise le courage d'un homme ordinaire qui a refusé de fermer les yeux sur le crime organisé. L'affaire Fernand Leclerc illustre comment un employé consciencieux peut devenir, malgré lui, un obstacle pour des organisations criminelles puissantes. Elle révèle aussi les défaillances du système judiciaire face aux pressions politiques et aux enjeux de sécurité nationale. Marie Leclerc s'éteint paisiblement en 2003, à l'âge de 77 ans. Elle aura eu la satisfaction de connaître la vérité sur le sort de son mari et de voir son courage reconnu publiquement. Elle est inhumée au cimetière de Reims, où une tombe symbolique honore aussi la mémoire de Fernand. Claude Leclerc poursuit son combat pour que d'autres affaires similaires soient rouvertes. Il devient un spécialiste reconnu des victimes civiles du terrorisme et conseille plusieurs familles dans leurs démarches judiciaires. Le réseau de trafic d'armes démantelé, grâce aux preuves de Fernand, avait fourni des centaines d'armes aux groupes terroristes européens entre 1970 et 1975. Les enquêteurs estiment que son action a potentiellement sauvé des dizaines de vies en privant les terroristes d'une partie de leur armement. Aujourd'hui, la gare de Reims continue de voir passer des milliers de trains chaque année. Les voyageurs qui lisent la plaque commémorative découvrent l'histoire de cet homme qui a payé de sa vie sa fidélité à ses principes. Son sifflet en argent reste le symbole d'un courage civil exemplaire face à la barbarie organisée. Cette histoire nous montre comment un individu ordinaire peut, par son intégrité et son sens du devoir, s'opposer à des forces qui le dépassent. Fernand Leclerc n'était pas un héros professionnel, mais un employé de chemin de fer qui a refusé de laisser passer l'injustice. Son sacrifice rappelle que la vigilance citoyenne reste notre meilleure défense contre toutes les formes de criminalité organisée. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous pu percevoir les signes tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce type d'affaires.